Bonjour à tous. Alors que depuis 2 mois, les skippers du Vendée Globe naviguent autour du monde à des vitesses vertigineuses, battant record sur record, retour aujourd'hui sur l'histoire de la plus grande course au large à la voile et en solitaire. Allez, larguez les amarres, moussaillons. Pour bien commencer, expliquons ce qu'est cette course. Il s'agit d'un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Un tour du monde, c'est-à-dire un aller-retour de 21 638 milles marins, soit un peu plus de 40 000 km, au départ et à l'arrivée des Sables d'Olonne en Vendée, en passant par 3 caps, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lévin et le cap Horn. À la voile, c'est-à-dire sur un monocoque de classe IMOCA uniquement mu par la force du vent. En solitaire, c'est-à-dire que le skipper est seul sur son bateau, sauf en cas d'urgence avérée comme le secours d'un autre concurrent, comme nous le verrons dans la suite de la vidéo. Sans escale, c'est-à-dire sans pouvoir mettre le pied au-delà de la plus haute marée, appelée l'estran. Enfin, sans assistance, c'est-à-dire qu'en cas de problème technique ou médical, le skipper ne peut compter que sur lui-même. De plus, l'accès aux données météorologiques est réglementé. La course voit le jour le 26 novembre 1989 aux Sables d'Olonne sous le nom de Global Challenge lorsque 13 bateaux sont au départ d'une aventure presque inédite. Presque inédite en effet puisque le créateur de l'épreuve, le navigateur Philippe Gentot, qui participera lui-même à la première édition, s'est inspiré de 2 autres courses autour du monde et en solitaire. D'une part, le Golden Globe Challenge, un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance, qui ne connut qu'une seule édition en 1968 et qui mériterait une vidéo à elle toute seule, notamment pour l'histoire tragique de Donald Cross-Host. D'autre part, le Bock Challenge, un tour du monde à la voile en solitaire avec escale, créé en 1973 et qui existe toujours aujourd'hui. Pour bien comprendre ce que représente cette course, son surnom pourrait suffire, l'Everest des mers. Et croyez-moi, il est loin d'être galvaudé. Sur les 7 premières éditions, seuls 70 bateaux ont réussi à boucler leur tour du monde sur 137 partants, soit à peine plus de 50% de réussite. Il faut dire qu'affronter les mers du Sud, c'est-à-dire les mers autour de l'Antarctique, est loin d'être une partie de plaisir. Car quand il faut affronter des parallèles aux noms évocateurs tels que les 40e rugissants ou les 50e hurlants, cela a de quoi vous refroidir. Et je ne parle pas de la température de l'eau qui est proche des 0 degrés. Mais au-delà de sa dureté, la course est une réelle aventure marquée par des drames, des belles histoires, des exploits humains et sportifs. Les drames car la mort a frappé malheureusement 2 fois la course. Lors de l'édition 1992 et 1993, c'est la disparition de Nick Burgess, suivie lors de l'édition suivante de celle de Jerry Roof. Une autre disparition eut lieu hors course, celle de Mike Plant, qui disparaît en mer alors qu'il ralliait le départ lors de l'édition 1992-1993. Et encore, le bilan aurait pu être bien plus lourd, quand on voit le nombre de chavirages et de naufrages qui ont émaillé la course, notamment lors de l'édition 96-97. Dans ces cas, les marins se sont le plus souvent retrouvés enfermés dans leur cabine dans un bateau retourné au milieu d'une mer déchaînée. Face à ces drames, les règles de sécurité ont été revues drastiquement. Ainsi, les parties émergées d'un bateau retourné, telles que la quille ou les safrans, doivent être peintes de couleurs fluorescentes afin d'être plus facilement repérables. De plus, les bateaux doivent être capables de se redresser seuls en cas de chavirage. Enfin, les skippers ne peuvent plus naviguer comme bon leur semble. En effet, pour des raisons sportives, il pourrait être tentant de couper au plus court le long de l'Antarctique. Mais depuis l'édition 2000-2001, il est interdit aux navigateurs de descendre au-delà de certaines latitudes, histoire qu'ils ne croisent pas de gros glaçons ou tout simplement qu'ils soient trop éloignés des premières terres habitées. Mais de ces accidents sont parfois nés de belles histoires, ou du moins de beaux gestes de solidarité. En effet, malgré la compétition, les règles de solidarité en mer qui imposent de se dérouter pour venir en aide à tout navire en perdition à proximité ont toujours cours. Ainsi, à plusieurs reprises, des skippers ont changé de route pour venir aider des concurrents en difficulté, et parfois au péril de leur vie. Citons par exemple lors de l'édition 96-97, Isabelle Autissier et Pete Goss qui durent affronter des vents de près de 150 km/h et des creux de 25 mètres pour venir aider respectivement
Jerry Roof et Raphaël Dinelli. Quand ce n'est pas leur vie qu'ils mettent en danger, c'est celle de leur bateau, comme lors de l'édition 2008-2009 où Vincent Rio abîme son navire en venant en aide à Jean Le Cam. Contraint à l'abandon, il sera finalement reclassé 3e ex aequo à la fin de la course. Pour les exploits humains, je vous épargnerai l'anecdote de Bertrand de Broc qui, seul sur son bateau lors de l'édition 92-93 se recousit la langue, ou encore Yann Egues lors de l'édition 2008-2009 qui, après s'être fracassé le fémur et le bassin, réussit à rejoindre sa cabine et reste sans assistance médicale pendant 48 heures. Non, parlons plutôt d'Yves Parlier, alias le Robinson Crusoe du Vendée Globe. Lors de l'édition 2000-2001, alors qu'il est à la lutte pour la gagne dans le tri-tête, il démaque dans les mers du Sud. Proche de l'abandon, il décide cependant de s'arrêter dans une crique pour tenter de réparer son âme. Il finit par y parvenir, reprend la mer et boucle son tour du monde en 126 jours. Mais ayant parié sur une durée de course bien plus courte, il épuise ses rations de nourriture et est contraint de se nourrir d'algues sur la fin du parcours. Enfin, il ne faut pas oublier que le Vendée Globe, c'est d'abord course. Et de ce côté-là, il est intéressant de noter que le temps de référence a presque été toujours battu d'édition en édition, à tel point que l'édition 2012-2013 est historique. En effet, pour la première fois, le dernier classé, l'Italien Alessandro Di Benedetto, finit dans un temps inférieur au premier vainqueur de l'édition 1989-1990, titulant l'Amazon. De plus, l'épreuve a connu de beaux duels qui ont permis de laisser du suspense jusqu'à la fin de la course avec des écarts minimes à l'arrivée, notamment lors de l'édition 2004-2005 avec un peu plus d'1 jour d'écart entre le vainqueur Michel Desjoyaux et la deuxième Hélène MacArthur, ou encore les 3 heures d'écart entre François Gabard et Armel Lecléache lors de la dernière édition. Ah oui, ma dernière phrase me fait penser, l'épreuve est mixte, même si les femmes sont bien moins nombreuses. Malgré des progrès aussi bien sur le plan technique que sur celui de la sécurité, le Vendée Globe garde une place à part dans l'imaginaire collectif. Couplé à une fréquence plus rare, l'épreuve n'ayant lieu que tous les 4 ans, le succès populaire est croissant d'édition en édition. Il suffisait pour cela d'arpenter les pontons de Port-Olona au Sable d'Olonne les semaines précédant le départ. L'édition en cours verra probablement l'établissement d'une nouvelle référence chronométrique faisant entrer un peu plus la course dans la légende. Enfin, le casting de plus en plus international devrait permettre à la course de gagner en notoriété et pourquoi pas un jour de faire jeu égal avec d'autres compétitions nautiques telles que la Coupe de l'América. Mais cela est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, notamment grâce aux petites innovations techniques que j'ai essayé d'apporter, que ce soit sur l'éclairage, sur le montage, sur le générique ou les illustrations. Je voudrais d'ailleurs remercier les personnes qui m'ont aidé sur ces points ou qui ont simplement donné leurs avis. N'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien.